Sylvie Senadej, donc vous publiez le Kybalion, les 7 lois cosmiques, aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Alors, le Kybalion, c'est qui? C'est quoi? Le Kybalion, alors le Kybalion en tant que tel, c'est un texte qui regroupe des enseignements qui ont été délivrés à l'époque de l'Égypte ancienne par un certain Hermès Trismégiste. En tout cas, c'est ce que dit le texte tel qu'il a été publié au début du XXe siècle. C'est un texte très ésotérique que moi j'ai voulu justement rendre exotérique pour le rendre accessible au plus grand nombre, avec des exercices, des clés de transformation, des témoignages. Alors, comment vous avez découvert ce... Alors moi, c'est la première fois que je voyais ce Ouais. mot Kybalion écrit quelque part. Comment vous avez découvert ce texte? Puisqu'il vient d'Égypte ancienne, il a traversé les temps, mais on a l'impression que ça reste, à la différence de certains écrits, comme les prophéties de Nostradamus, Oui. pour ne citer que ça, Ouais. ou d'autres, il était un peu peut-être secret ou un peu mystérieux. Oui, un petit peu confidentiel, je pense. Moi, j'ai découvert par l'intermédiaire d'une personne qui est thérapeute, qui s'appelle Myriam Brousse, qui elle-même a écrit des bouquins sur plutôt la mémoire du corps. Et voilà, c'est elle qui m'a permis de découvrir ces enseignements. Donc j'ai lu le Kybalion, c'était il y a une dizaine d'années, et j'ai trouvé ça vraiment difficile à comprendre. Et en fait, cette femme avait monté des formations pour justement expérimenter ces enseignements. Et donc j'ai moi-même expérimenté le Kybalion et je me suis rendu compte que ça avait changé beaucoup de choses dans ma vie et j'ai eu envie du coup de faire la même chose. Voilà. Alors vous êtes parti d'une traduction, je suppose, parce que est-ce qu'il y a eu des manipulations d'écriture au fur et à mesure des années? Alors, en réalité, le texte, c'est pas un texte qui a été écrit en égyptien ou etc. C'est un texte qui a été, non, c'est un texte qui a été écrit au début du XXe par des Anglais et qui a été ensuite traduit en France en 1908, je crois. Donc, c'est une tradition orale. Donc, je suppose que ce texte, il a été enrichi puisqu'il a servi de base aux alchimistes durant le Moyen-Âge, la Renaissance, etc. Donc j'imagine que ces gens-là, peut-être ils se sont réappropriés des axiomes, qui les ont enrichis. Moi, je vous avoue que je n'ai pas été faire cette recherche historique, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est ce qu'on pouvait faire de ces enseignements et comment ça pouvait nous aider aujourd'hui au XXIe siècle. Alors les alchimistes, on ne va pas trop parler là-dessus, mais bon, les alchimistes, bien sûr connus pour la transformation, la recherche de la pierre philosophale du plomb en or, on peut imaginer aussi que le plomb c'est le noir, l'inconscient, etc., et que l'or c'est la lumière. Bah oui, c'est ça. Et donc moi ce qui m'intéresse, c'est pas la transformation des métaux, mais c'est vraiment la transformation de nos propres ombres. Et pour moi, ce que je vois, en tout cas sur ma vie à moi et puis sur les gens que j'accompagne, c'est que c'est le seul moyen de se transformer et d'aller vers la plus belle partie de soi et de se réaliser finalement dans notre vie, c'est d'aller voir nos ombres. Parce que sinon, en fait, on se heurte toujours aux mêmes empêchements. Alors, ce livre, c'est quoi? C'est une philosophie? C'est une religion? C'est surtout pas une religion. Il y a quelque chose... Alors, surtout pas une secte, parce que une secte, ça serait vraiment de extorquer de l'argent et vouloir avoir une pensée unique, c'est vraiment pas le sens. Là, l'idée, c'est qu'il y a des enseignements qui ont l'air d'être des enseignements de sagesse. Et donc, c'est qu'est-ce que chacun peut en faire pour soi-même. Donc, c'est vraiment une grande liberté qui est laissée aux gens. Ça peut se rapprocher de la philosophie, je pense. Je sais que voilà, on pourrait appeler ça des ateliers de philosophie. Pour moi, ça va un peu plus loin parce que c'est vraiment du développement personnel. Ça serait plus proche de la psychologie. Et en même temps, moi, j'y ai mis une dimension spirituelle. Donc voilà, c'est un mélange de philosophie, psychologie, spiritualité. Voilà, donc une aide en fait à l'évolution individuelle et spirituelle. Ouais, tout à fait. Grandir et faire grandir les autres. Ouais, c'est ça. Un peu grandir ensemble. Grandir ensemble. Alors, Sylvie Senadej, dans ce livre, vous avez écrit quelque part, c'est une citation, il n'y a rien à croire, il y a juste à expérimenter. Ouais. C'est ce que vous proposez d'ailleurs à travers ces 7 lois cosmiques. On peut déjà
dire la signification du mot cosmique dans cette tout à fait. acception? Oui, parce que c'est un mot que j'ai choisi de mettre, parce qu'en fait, dans le texte d'origine du Kybalion, ça s'appelle les principes hermétiques de Hermès. Moi, j'ai préféré les appeler les lois cosmiques, parce qu'en grec, cosmos, c'est l'ordre et l'harmonie. Et en réalité, ces principes, quand on les connaît, qu'on les suit, qu'on les voit à l'œuvre dans notre vie, on remet de l'harmonie et de l'équilibre dans notre vie. Donc je trouvais ça intéressant, cette notion de cosmos et d'harmonie et d'équilibre, à la fois en soi, mais aussi dans nos relations. Et donc je trouve ça puissant comme promesse. Et il y a un lien aussi avec la nature. Bien sûr, oui, bien sûr. On est, si on suit les lois de l'univers, parce que finalement tout le vivant est relié aux lois du Kybalion. Alors, cette loi cosmique, alors je vais les citer, il y a le rythme, on est là plus sur la notion de cycle, l'analogie, c'est ce qui se passe autour de nous, la polarité, donc là on revient un peu dans la philosophie chinoise, le yin et le yang, le Tao, etc. La polarité, donc des facettes complémentaires des uns et des autres, le genre, le féminin, j'ai noté donc le féminin précède toujours le masculin, on reviendra un peu là-dessus, la pensée créatrice, là c'est la notion d'esprit et puis en même temps de mental, la vibration, la matière et l'énergie, et la cause et effet, donc les conséquences, et tout cela réuni permet de retrouver une forme de liberté et de créer en soi sa vraie réalité et probablement aussi une vision. Bon, c'est peut-être ambitieux de dire de changer le monde, mais au moins de se changer soi-même et de changer la vision que l'on peut avoir du monde et des autres. Oui. Alors oui, changer le monde, effectivement, ça peut paraître ambitieux. Déjà, se changer soi-même, c'est déjà très ambitieux. Et l'intérêt, c'est que quand on se change soi-même, notre environnement change. En tout cas, notre environnement immédiat, nos relations, c'est vraiment ce qu'on appelle la systémie. Donc du coup, à changer notre environnement immédiat, nos relations familiales, professionnelles, amicales, c'est déjà pas mal. Et si on est plusieurs et si on est nombreux à faire ça, finalement, on agit sur le monde. Alors, c'est notre petite part de colibri, mais... Alors, Guy, les 7 lois, vous les avez, ce sont les lois qui sont à la base donc, du Kybalion. Oui. Et est-ce qu'elles étaient dans cet ordre-là, ou est-ce que est-ce qu'il faut les suivre vraiment dans l'ordre pour avancer ? Alors, dans le Kybalion, elles n'étaient pas dans cet ordre-là. Moi, j'ai changé l'ordre parce que j'ai testé, en fait, dans mes ateliers, j'ai testé différentes façons de les présenter et je trouve qu'il y a des lois qui sont plus faciles à comprendre que d'autres. Du coup, j'ai fait un cheminement progressif. Donc moi, les gens qui lisent ce livre, je leur recommande de suivre l'ordre que je propose, mais qui n'est pas celui d'origine. Alors, on va découvre la lecture de ce livre. On prend une des lois, on peut commencer par la première, le rythme. Tous les chapitres, d'ailleurs, toutes les lois s'articulent un peu de la même manière dans vos propositions. Comment on aborde cela ? Parce qu'on peut l'aborder déjà avec un niveau d'initié, un niveau d'amateur ou un niveau de profane. Alors, comment aborder les chapitres ? Moi j'ai envie de dire que les chapitres ils sont construits de façon très pédagogique, donc avec une partie un petit peu théorique, mais qui comprend aussi déjà des témoignages. Ça veut dire que quand on lit le témoignage de quelqu'un, ça peut créer des résonances, et donc on se dit « Ah oui, moi aussi, c'est vrai, c'est pareil ». Et donc ça donne envie de poursuivre la lecture. Et puis c'est parsemé de petits exercices, tout petits, des exercices de diagnostic, d'autodiagnostic qui permettent de se dire moi, par rapport à ça, j'en suis où dans ma vie ? Donc c'est tout simple, c'est des petites questions toutes bêtes, mais qui permettent de cheminer lentement. Moi, ce que je suggère, en fait, c'est de prendre un chapitre calmement. Voilà, c'est pas un livre qui se lit d'une traite. C'est une loi, et puis une loi, peut-être on y reste pendant 15 jours. Et donc, à la fin du chapitre, il y a des clés de transformation. Donc là, pour le coup, les clés de transformation, c'est un peu plus profond. Donc, j'ai envie de dire à chacun de choisir la clé qui lui parle, ou les clés qui lui parlent, et de cheminer comme ça, lentement, mais sûrement. Alors chacune de ces lois, évidemment, correspond, comme je le disais tout à l'heure, à quelque chose de bien particulier. Et comment elles s'articulent entre elles ? En réalité, quand on les connaît toutes, on retrouve... on pourrait dire que quand un événement nous arrive, on peut l'analyser ou le percevoir avec l'aide de plusieurs lois.
Et donc, elles ont l'air comme ça séparées, mais en réalité, elles forment un tout. Et c'est quand on les a bien digérées qu'on voit la puissance de leur imbrication. Donc, je peux donner un exemple peut-être. Oui, bien sûr. Par exemple, s'il nous arrive, je ne sais pas moi, imaginons il nous arrive un accident, quelque chose qui n'est pas souhaité. En fait, on peut peut-être se demander qu'est-ce qui a généré cet événement. Est-ce qu'on y est pour quelque chose? Est-ce que dans l'enchaînement des causes s'est produit l'effet? On peut aussi se demander si on a été à l'écoute des signes. Donc ça serait plutôt la loi du genre. Est-ce qu'on a été dans notre yin, dans notre féminin, c'est-à-dire dans notre capacité d'être attentif à ce que la vie nous a déjà envoyé comme signe auparavant? On peut peut-être être attentif aussi à la loi du rythme, au cycle. Est-ce que c'est pas des trucs qui nous arrivent régulièrement? Est-ce qu'il n'y a pas des corrélations intéressantes à faire, etc. Voilà. Donc en fait, chaque loi peut nous aider à décrypter ce qui nous arrive. Alors, on travaille, puisque c'est une forme de travail sur soi-même aussi, est-ce qu'on travaille papier, crayon à la main, en notant un petit peu les choses comme ça, de manière à avoir une analyse un peu complète à la fin? Soit on est seul avec son livre, et donc du coup, on peut faire ce travail. Moi, je conseille d'acheter un petit cahier, de vraiment de cheminer comme ça. Soit on a envie de se faire accompagner, donc ça peut être par un coach, un thérapeute, un psy, etc. Soit on a envie de participer à des ateliers en collectif où il y a d'autres gens qui vont cheminer en même temps et où on va s'enrichir mutuellement les uns des autres. Mais déjà, le cahier, c'est très bien. C'est une bonne idée. Ouais. Donc, on parle du yin et du yang, du Tao, et on est, nous, dans une civilisation beaucoup plus peut-être cartésienne, beaucoup plus pragmatique que les civilisations orientales. Là, on vient d'un texte qui vient d'Égypte, qui vient aussi d'un passé lointain, d'une autre façon de voir les choses. Est-ce que, finalement, c'est universel, ou est-ce qu'on va avoir plus de difficultés peut-être à rentrer justement dans cette pensée? Alors, moi, j'ai cherché à rendre ces principes justement applicables chez nous, occidentaux. Je pense qu'il y a certaines lois qui sont plus accessibles à des orientaux. Et c'est vrai que, par exemple, la loi du genre, avec ce yin et ce yang, la loi de la polarité, pour les orientaux, c'est leur quotidien. Donc, c'est des choses qui vont être plus faciles à aborder peut-être que pour nous. Mais franchement, si on rentre dedans, c'est accessible, vraiment. Sylvie Tenadjet, donc vous parlez de coaching. Donc on peut se reporter à votre site internet qui s'appelle Ayeka, A-Y-E-C-A. On en dit quelques mots de quelle manière quelle manière vous organisez ces séances de coaching? Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai deux activités en fait. J'ai une activité de coaching individuel où j'accompagne depuis plusieurs années essentiellement des managers dans le monde de l'entreprise. Voilà, pas que, mais la plupart du temps, c'est ça. Et donc, je les aide à atteindre leurs objectifs. Et je leur permets d'aller contacter leurs propres ressources intérieures en travaillant sur différents aspects d'eux-mêmes, à la fois la réflexion, le mental, mais aussi le corps, les émotions. Voilà. Et c'est en travaillant tout ça qu'ils peuvent atteindre leurs objectifs en quelques séances. C'est 6 à 8 séances, donc voilà, c'est des accompagnements très ramassés. Et puis ma deuxième activité, c'est les ateliers autour du Kybalion et autour des lois cosmiques. Et donc là, c'est une série de 8 ateliers. Il y a un atelier par loi, il y a 7 lois, et puis un atelier de synthèse. C'est des ateliers qui sont espacés d'1 mois pour permettre aux gens de digérer justement ces lois et de recevoir des feedbacks personnalisés de ma part et de s'enrichir aussi des avancées des autres participants. Avant de terminer, j'aimerais que vous me parliez de l'œil d'Horus. Oui. L'œil qui voit tout. Oui, l'œil qui voit tout. Moi, j'ai beaucoup aimé ce symbole. Donc, je l'ai choisi. Il est très récurrent dans les illustrations du livre parce que c'est un petit peu l'œil qui voit au-delà des apparences. Et moi, je fais la comparaison avec notre propre conscience, en fait. Moi, je pars du principe que notre conscience, elle est logée ailleurs que dans notre cerveau. Il y a une relation avec le fameux troisième œil? Voilà. Oui. Alors, il est dit
que cet œil d'Horus ressemble en fait à notre épiphyse en fait qui est au centre du cerveau et qui aurait la même forme. Donc c'est ce qui correspond au troisième œil ici. Et donc c'est quand on renforce en fait notre troisième œil, donc il y a des exercices pour ça qui existent, hein, de travailler sur la glande pinéale, de faire des méditations, voilà. Et ben en fait on renforce notre intuition, on renforce notre capacité à avoir du recul sur les choses et sur nous-mêmes, et on renforce du coup notre sagesse, notre sérénité. Voilà, donc l'œil d'Horus, c'est un beau symbole. Merci Sylvie Sinadej donc de nous avoir présenté le Kybalion. Je pense qu'on se sentira déjà mieux en vous ayant écouté parler de ce livre et parler de votre expérience. Et puis en le découvrant, le lisant, donc c'est aux éditions du Lotus et de l'Éléphant, un livre qui est une forme de cheminement vers soi, vers les autres, d'une manière toujours positive. Oui. Ça c'est important. Oui. Et qui permet donc une forme d'introspection, on va dire, pour aborder les réalités du monde plus sereinement. On en a bien besoin. Est-ce que notre monde aujourd'hui est plus difficile qu'avant ? Alors ça, c'est une grande question. Voilà, moi j'ai l'impression que oui, parce qu'on atteint un peu des points de non-retour sur plusieurs aspects. Voilà, le climat, la finance, il y a des choses comme ça où on sent qu'on est un peu à bout de souffle dans notre société de consommation, en Occident en tout cas. Donc je pense que pour nous, occidentaux, c'est une vraie ressource. Voilà. Ouais, merci à vous. Socrate avait dit « connais-toi toi-même » et puis je crois que c'était Pythagore qui avait dit « et tu connaîtras l'univers ouais. ». Donc on est vraiment là dans les lois cosmiques. Voilà. Ils y avaient pensé avant nous. Merci à vous Gérard. Merci beaucoup.